Coucou, bienvenue sur ce nouvel épisode de Charbon. Je suis Louison Lagneau et à travers ce podcast, je pars à la rencontre des chefs qui font vibrer la scène gastronomique lyonnaise. Aujourd'hui, direction le 6e arrondissement et plus précisément au 52 rue Tronchet pour rencontrer Flavien Garato, le chef et propriétaire du restaurant Mertensia. On reste un peu dans la thématique du précédent épisode puisque Mertensia propose lui aussi une cuisine végétale et vous allez le voir, dans cet épisode, on va évidemment parler du parcours de Flavien, mais surtout de ses voyages et notamment au Japon qui a beaucoup œuvré dans la construction de sa personnalité personnelle mais aussi culinaire. Vous le verrez au fur et à mesure de cet échange. Et il y a une petite info que je voulais ajouter parce que je trouve qu'elle résume très très bien qui est Flavien. S'il n'était pas chef, Flavien serait fleuriste. Alors, vous le découvrirez pourquoi il ne l'est pas devenu, mais ça n'empêche pas que peut-être un jour il le sera. Voilà, c'était la petite info que j'avais envie d'ajouter pour introduire cet épisode. Et avant de vous laisser avec notre échange, j'ai une petite chose à vous annoncer. Vous commencez à avoir l'habitude. Je suis très heureuse que Salomé et David de Mes Boissons, le distributeur lyonnais de boissons éthiques, décident de soutenir cette saison 3 en devenant partenaire du podcast. Depuis 2016, Mes Boissons livrent les restaurants, les bars, hôtels et lieux événementiels à Lyon, Grenoble et dans les Savoies, avec une mission toute simple, proposer des boissons alternatives et sélectionnées avec soin. Ils travaillent avec des petits producteurs, des artisans et des marques engagées pour offrir des produits de qualité, originaux et plus respectueux de l'environnement. Bref, des boissons qui ont du sens et ça, sur Charbon, on aime beaucoup. Donc un immense merci à Salomé et David pour leur confiance et leur soutien. C'est grâce à des partenaires comme eux que cette aventure continue. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps et je vous souhaite une très très bonne écoute. Comme on dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. C'est la capitale de la gueule. J'en fais du meilleur. Lyon. La bouffe lyonnaise, c'est la meilleure du monde. Après gâteau de foie quenelle, c'est le plat le plus lyonnais qui soit. La cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité. Et voilà, c'est parti. Moi, je suis partie là. J'ai appuyé sur Rec. Comment tu te sens? Comment ça va? Ça va très bien. T'es en forme? Ouais, avec le beau temps. Le service s'est bien passé? Le service s'est bien passé, ça se passe bien en ce moment, les gens sont contents, on est content, donc tout le monde est content. C'est trop très bien. important. Ouais. Et moi aussi, je suis trop contente de te réaccueillir au micro de Charbon. Pour la petite histoire, je vais le raconter quand même. Faut que je le raconte. Je suis un peu honteuse, mais bon, ça y est, on a recommencé, c'est pas grave. On avait enregistré il y a 6 mois, hein. C'était en octobre, novembre, je crois. Ouais, à peu près. Et en fait, voilà, j'ai perdu l'enregistrement pour que les auditeurs comprennent un petit peu pourquoi on est de retour. Le chien l'a mangé. Je sais pas, ça me fait de la peine de mettre la faute sur lui, mais je pense que c'est lui. Parce que sinon, je l'aurais retrouvé ma carte. Et vu qu'il m'a déjà mangé une carte, je pense que c'est lui. Mais bon, le pauvre, si c'est pas le cas. en avant-première. Voilà, il a tout écouté avant, mais il me l'a pas dit. Donc voilà, très contente de te réaccueillir pour repasser ce moment avec toi. T'as de la chance, c'est que j'ai une très mauvaise mémoire, donc tu vois, je vais tout réapprendre. Donc j'ai trop hâte que tu me racontes ton parcours, tes expériences, tes voyages aussi. Je me souviens que tu as beaucoup voyagé et que ça a beaucoup inspiré ta cuisine aujourd'hui. Et la création de Mertensia, le restaurant où on se trouve aujourd'hui. Ton restaurant qui a ouvert depuis février 2025 ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu as bonne mémoire. Voilà, si t'es prêt, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, d'où tu viens? Je suis Flavien, chef du restaurant Mertensia. Je viens de Saint-Galmier dans la Loire, donc stéphanois. Je leur précise. C'est pas grave, on t'en veut pas. Voilà, je suis petit-fils d'agriculteur, donc j'ai grandi un peu dans le potager, tout ça, avec les bons produits. Et dans ma famille, on aime bien cuisiner, donc je pense que ça fait partie des choses qui m'ont un peu orienté dans ce milieu-là. Voilà, après j'ai commencé avec un parcours classique à l'école. À la base, je voulais pas faire cuisine, j'étais plus parti pour faire fleuriste. Ok. Et j'aurais voulu faire ça, puis bon, il y a quelques temps, t'es garçon, tu veux faire fleuriste, on me dit c'est plus un métier pour les filles, tout ça, donc bon. On t'a dit ce genre de choses? Ouais. Du coup, je me suis un peu réorienté. J'étais jeune, donc forcément tu penses à autre chose. Qu'est-ce qui t'attirait dans le fait d'être fleuriste? Je sais pas, je trouve ça beau et j'adore les fleurs en général. Je trouve qu'il y a plein de choses, les couleurs, les odeurs. T'as le langage des fleurs, t'as plein de choses comme ça. Et puis même aujourd'hui, tu vois, j'aime bien faire des compositions pour en offrir, donc je trouvais ça chouette. Et puis écoute, je cuisine des fleurs aujourd'hui, donc je me suis rattrapé. De là, en fait, je sais pas trop pourquoi, je cuisinais beaucoup avec ma mère, ma famille cuisine beaucoup aussi, et en fait, en faisant des gâteaux, ce genre de choses, je me suis dit tiens, j'aime bien faire de la pâtisserie, de la boulangerie, puis de fil en aiguille, en allant dans cette direction-là, en faisant des petits stages par-ci par-là, j'ai fini par m'orienter cuisine.
Ah, t'as quand même fait des stages J'avais fait un stage, je me souviens, c'était le premier stage en troisième, Ouais. tu sais, où tu fais une semaine, et je l'avais fait en boulangerie, donc c'était cool. Et voilà, et puis en fait, en faisant un autre stage comme ça dans un restaurant, en fait, j'ai décalé sur la restauration et puis après, ça m'a plus quitté, quoi. Trop bien. Donc à ce moment-là, c'est quoi ton rêve quand tu commences la cuisine? Tu rêves d'ouvrir une pâtisserie, une boulangerie, un restaurant? Tu t'imagines quoi? Bon, à cet âge-là, pas grand-chose, mais de ce qu'on me raconte, enfin, depuis toujours, ça a toujours été, ouais, l'ambition d'ouvrir un restaurant quand même, et un jour de se mettre à son compte, faire sa cuisine, et voilà. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Mais bon, il y a d'abord eu l'école, tous les premiers stages. C'est vrai que de tous les stages que j'ai faits, il y a eu beaucoup de stages où je suis tombé dans des endroits où c'était des cuisines un peu gastronomiques, très familiales. Et ça, c'était hyper important pour moi parce que c'était un peu le cocon. On se faisait plaisir autant dans l'assiette que dans la vie du restaurant. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. C'était l'ambiance que j'aimais en tout cas à ce moment-là. C'était le hasard ou c'est toi qui faisais vraiment attention à choisir les lieux comme ça en fonction je faisais un petit peu attention. Enfin, je choisissais en fonction de choses qui m'attiraient. Après, on tombe pas toujours sur des choses très cool. Il y a eu un stage comme ça, un de mes derniers stages que j'ai fait où ça a été très compliqué. C'était dans un 2 étoiles Michelin où là, c'était l'enfer, j'ai failli tout arrêter. Ça a duré 6 semaines. Je pense que ça a été les 6 semaines les plus longues de ma vie. Où t'arrivais, t'avais déjà les autres stagiaires qui étaient en pleurs. Quand on te remerciait, c'était à coups de poing. On n'avait pas de torchon pour sortir les plaques du four, par exemple. Donc on les prenait à main nue. Donc la première fois, tu te brûles. Après, on te regarde, on te dit, si tu te brûles, c'est que tu vas pas assez vite. Ce genre de comportement très... C'était tout ça, ouais, c'était très fait toxique. Exprès pour... Ouais. Non, c'était fait exprès, ouais, parce que c'était le management qui était comme ça. C'était c'est l'ancienne cuisine, hein, malheureusement. Même si ça change aujourd'hui, ça existe encore, ce genre de choses. On est bien dedans en ce moment, en plus. Donc, voilà, c'est important de parler de ces choses-là aussi. Mais oui, c'est des choses qui ont été dures, qui moi m'ont beaucoup marqué à ce moment-là où je me suis dit mais en fait je suis pas fait pour ça, et il m'a fallu du temps après ça aussi pour me dire qu'est-ce que je veux faire. J'avais plus envie de faire de restaurant gastronomique, j'avais plus envie c'est pas que j'avais plus envie de faire cuisine, mais je sais pas, j'avais besoin de... Ça t'avait dégoûté, quoi. Ça m'avait un peu dégoûté, ouais. Et au final, c'est une expérience comme une autre. Avec le temps, ça passe. Et j'ai refait d'autres restaurants plus simples entre-temps. Et petit à petit, je me suis relancé dedans. Et tu retrouves C'était pas une très bonne expérience, mais en même temps, je serais peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui. Et j'aurais peut-être pas le même management si j'avais pas vécu ce genre de choses aussi. Et voilà, faut savoir tirer le bon du mauvais, entre guillemets. Exactement. Mais c'est dingue comme quoi une expérience même très courte peut vraiment toucher une motivation, quoi. Enfin, peut te donner envie de tout arrêter, quoi. Non, mais bien sûr, tu vois, pareil, il y avait des cuillères chauffées à blanc, enfin ce genre de truc où c'était 6 semaines. Je me souviens, j'ai perdu 10 kilos en 6 semaines. Je suis rentré chez moi, ma mère a fondu en larmes. Enfin, c'était n'importe quoi. De te voir comme ça. Ouais. Je faisais, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, je faisais 52 kilos. Je suis revenu, j'en faisais 42. Très beau chiffre, 42, mais. Évidemment. Ok, waouh. Ah ouais. Bon, t'as pas eu que des mauvaises expériences. Non. C'en était une, voilà, et il y a eu beaucoup de belles expériences aussi par la suite. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces belles expériences déjà? Est-ce que tu peux nous dire dans quelle école tu étais? Ouais, bien sûr. J'étais au Renouveau, dans la Loire. Saint-Genélaire, ça parlera peut-être pas, mais c'était une école hôtelière privée sans prétention. Et voilà, c'était vraiment une bonne école pour le coup. Et on a fait pas mal de stages. J'ai fait le Clos Fleury, qui était l'ancien restaurant de Pierre Gagnère à l'époque, à Saint-Étienne. Après, tous les noms parleront pas, mais c'était que beaucoup des semi-gastro, ou des anciens étoilés qui avaient ce cocon très familial justement, et qui m'ont poussé par la suite à faire ça. Et après mes études, BEP, Bac Pro, j'ai fait aussi une mention traiteur. Pourquoi ? Déjà pour avoir le côté un peu traiteur différent de la cuisine. Ouais. Avec les horaires, la gestion, ce genre de choses. Un jour, je m'étais dit, si ça me plaît plus la cuisine, j'ai envie d'avoir une vie de famille, peut-être que traiteur, ça sera bien aussi. Ouais. Puis j'aimais bien le côté événementiel qui me plaît toujours aussi aujourd'hui. Et voilà, j'avais fait ça pendant 1 an et j'avais vraiment kiffé aussi. C'est drôle que tu penses déjà à ce côté équilibre, vie pro, vie perso, vie de famille à cet âge-là. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de... Ça, c'est l'école qui a bien joué son rôle. Ils nous ont beaucoup mis en garde aussi en nous disant, voilà, écoutez, sur votre promo, vous êtes 30. Dans 4 ans, il en restera peut-être que 5. Ouais. C'est pas une honte, c'est le métier qui veut ça, qui est dur. Voilà, et pensez aussi à vous, et c'est ce que j'ai fait du coup. Donc après cette mention complémentaire, qu'est-ce que tu pars faire quoi ? Après cette mention, je pars en
Haute-Savoie, au restaurant La Ferme de Cuplin, qui était un restaurant qui venait de se monter avec une cuisine un peu du marché, semi-gastronomique, un peu dans l'esprit de ce que j'avais fait tout au long de ces années. Et voilà, c'était mon premier poste en tant que chef de partie, et je gérais les entrées, les desserts avec Romain Desgranges qui était mon chef, et j'ai fait ma première saison d'été là-bas comme ça. Ça s'est super bien passé. Bon, moi c'était mon premier job, donc forcément tu fais pas mal d'erreurs et ce genre de choses. Tu prends tes marques parce que t'as la pression de c'est mon premier travail, t'as envie de bien faire. Là, t'as quel âge? J'ai 30 ans. Ah, aujourd'hui, t'as 30 ans. Oui. À cette époque-là. J'avais pardon. Non, mais c'est intéressant aussi de savoir. J'avais 19 ans. Après, ça faisait un moment que je travaillais parce que j'avais commencé à travailler à 15 ans. Donc je faisais des saisons sur mes vacances scolaires. Ah ouais, OK. Ouais. Mais bon, c'était des petits jobs comme ça. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis mon vrai travail, ça a été vraiment la ferme de Cuplin. Pareil, ça s'était grave bien passé et j'aimais bien faire ça. Et à la fin de la saison, on parle un peu avec Romain et puis on se met d'accord sur le fait que voilà, c'était bien pour moi que je vois d'autres choses aussi. Et il m'a dit écoute, dans quelques années, tu reviendras et voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini ma saison là-bas et j'ai cherché un peu de boulot et c'est là où j'ai trouvé mon premier travail à l'étranger. Et au Japon. Waouh. Alors attends, parce que c'est quand même un truc de fou. Déjà, comment tu trouves un travail au Japon? Là, je cherchais sur internet, sur l'hôtellerie-restauration, qui marchait plutôt bien à l'époque. Je sais pas si. C'est le site qui s'appelle comme ça. C'est ça. C'est un magazine aussi. Oui, je vois, c'est écrit en bleu. Ouais, c'est ça. Et j'avais trouvé l'annonce comme ça. Et j'ai postulé avec un de mes potes en me disant vas-y, on voit ce qu'on fait. Et puis à ce moment-là, moi je suis pris, mais pas lui. Et du coup, je me dis, merde, tu vois, qu'est-ce que je fais? Enfin, en plus, j'ai toujours été attiré par la culture japonaise, donc c'était pas un rêve de gosse, mais presque. Et je me suis dit, c'est où j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Et bon, lui, il savait pas trop ce qu'il faisait, machin. Il relançait pas trop non plus. Je voyais que ça avançait pas. Et il y a eu un moment donné, je me dis, non, je peux pas passer à côté de ça, quoi. C'est pas possible. Donc, du coup, j'ai accepté. Mon pote est parti faire une saison ailleurs, mais qu'est-ce qui t'attirait dans la culture japonaise? Franchement, je saurais pas te dire. Je sais pas. Toujours été attiré par ça. Je sais pas, la culture, la nourriture, tu vois, par rapport aux fleurs, il y a tout ce qu'ils appellent l'ikebana, l'art floral japonais. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui venaient me titiller en me disant, putain, ça fait partie de moi, quoi. Ouais, il y a une culture. Il y a une culture qui me parle. Et effectivement, j'ai bien fait de franchir le cap parce que derrière, ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a changé moi déjà. Ça m'a changé sur ma vision des choses, sur ce que je voulais faire. Ça m'a appris à m'ouvrir, à découvrir d'autres choses. Et ça, par la suite, ça me sert toujours en fait. Donc t'es pris pour aller au Japon, c'est quoi le restaurant Alors premier restaurant, c'était un restaurant gastronomique franco-japonais. Okay. Donc tenu par un ancien, le chef en tout cas était japonais, il avait travaillé en France, il parlait un peu français, donc ça permettait de faire en plus un premier pas dans le pays sans être lâché dans la nature et pas savoir parler parce que je parlais ni anglais ni rien à l'époque, donc c'est sûr qu'à 19 ans t'arrives, tu parles que français, c'est un peu complexe, mais au final ça s'est super bien passé dès mon premier pas là-bas jusqu'à la fin, c'était trop cool. Et justement, je sais plus si j'avais parlé de ça l'autre fois, mais premier soir j'arrive à Tokyo, j'avais 23 heures d'avion dans les pattes et j'arrive à l'hôtel, je me pose, j'ai faim. Donc je sors pour manger, mais c'était tard déjà, c'était être 9h, 10h du soir. Et je vais dans un izakaya, un bar pour manger, quoi. Et je me souviens m'être assis au bar. Et en fait, je voyais les gens passer, les serveurs, mais personne ne faisait attention à moi. Parce que là-bas, la culture veut que tu dis bonjour, mais après, tu dois demander si tu veux pour commander. Okay. Et pas l'inverse. Du coup, j'attendais bêtement, quoi. Et en fait, c'est un japonais qui s'est retourné à un moment donné, qui commence à me parler un peu en anglais en mode qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis en fait j'ai faim, je viens d'arriver. Il me dit mais attends, tiens, je vais te commander des trucs. Et du coup il me commande des trucs, tout ça, je mange, on discute un petit peu avec Google, tu vois, on traduit comme on peut. Et voilà, et du coup c'était trop cool. Et puis après il me dit écoute, viens si tu veux, je vais te montrer, il y a plein de trucs, tout ça à côté. T'as 19 ans, t'es lâché comme ça, c'est tard le soir. Tu te dis mais
qu'est-ce qui va m'arriver? Puis je me dis, vas-y, bah, je vais boire un verre, puis je vois. Et en fait, je le suis. On va dans des bars, on va dans des karaokés, des machins. Mais non, on passe la dès le nuit. premier soir comme Dès ça. le premier soir comme ça. Et je me souviens, vers 3-4 heures du matin, je commence à être un peu cuit. Et puis il me dit, attends, bouge pas, je vais t'emmener dans un truc. Et puis là, je le suis. Et on arrive dans une petite ruelle sombre avec que des portes de garage et tout. Je me dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est fini. Et en fait, là, il toque au garage, il soulève la porte. Et là, il y avait un tout petit comptoir avec 4 mamies qui cuisinaient des sushis, tout ça. Et puis en fait, trop bien, tu vois. À 4 heures du mat. 4 heures du mat. Ok. Et du coup, on a fait la fête, pas possible. Au final, je suis rentré tard, j'ai dû dormir 2 heures. J'avais mon bus qui m'emmenait à l'hôtel où je bossais le lendemain. Je suis arrivé, j'étais cuit. Mais ça fait partie des expériences comme ça qui m'ont marqué de ouf parce que Ah, mais le souvenir est fou. le souvenir est fou, tu vois. Incroyable. Et il y avait déjà de base, t'arrives, tu te dis, bah, je mets les pieds dans un endroit qui est sain, où il peut rien m'arriver. Et ça fait partie des choses qui m'ont marqué, qui m'ont mis en confiance tout de suite, quoi. Tu t'es tout de suite senti au bon endroit, quoi. Ouais, Tu t'es c'est ça. dit, ah, mais j'adore ce souvenir, il est trop bien. Ouais. La Et je suis soirée de dégoûté fou. parce qu'il m'avait donné son numéro et je l'ai perdu. Non. Ouais. J'aurais trop aimé le recontacter, mais Mais grave. Ah ouais, t'as jamais pu retrouver son contact. non. Pourtant, j'ai cherché, mais bon, après, ils ont Faut tous que tu un peu... retournes et que tu retournes dans le même Isaac Kayak. Bah, ouais. Revoir les mamies. Peut-être qu'elles te diront qui c'est. Ouais. J'espère m'en souvenir un jour. Bon, j'espère qu'un jour tu retomberas sur lui. Ouais. Trop chouette. Donc alors attends, t'arrives là-bas, ta première expérience dans ce restaurant gastronomique. Comment ça se passe Ça se passe super bien. On cuisine beaucoup de produits japonais, du très local pour le coup, parce que on avait par exemple, on avait la pomme de Nagano, qui est une pomme très sucrée, avec des couleurs un peu, t'as l'impression qu'elle est translucide à l'intérieur. Enfin, t'avais des carottes rouges de Kyoto. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment cool. Et on avait un chef qui était super sympa, très ouvert. On était libre de faire plein de choses, donc on s'est vraiment amusé. Et en fait, de là, je rencontre plein de gens. Des Japonais avec qui je m'entends très bien, qui avaient un autre restaurant à Nagano, là où j'étais. Et c'était un des plus vieils hôtels du Japon. Et ils me disent, écoute, si tu veux, tu bosses bien. Nous, on est chaud de te prendre pour la saison d'été, voire un peu plus derrière. Donc, c'est comme tu veux. Et là, je réfléchis pas. Je dis, ouais, carrément. Moi, je suis partant. Il me dit, par contre, personne ne parle français, personne ne parle anglais là-bas. Donc, va falloir que tu travailles un peu plus la langue. Et du coup, de là, j'ai fini ma saison d'hiver et je suis parti 3 mois à Tokyo apprendre la langue. Donc, j'ai fait 3 mois d'école. Ah, t'es allé dans une école? Ouais. Ouais. Où j'ai appris vraiment les bases, à lire, à écrire, parler, enfin vraiment le basique, quoi. Mais ça m'a servi derrière à me débrouiller. Et du coup, je suis ensuite allé dans cet autre restaurant où ça s'est très bien passé aussi. 3 mois, ça suffit pour apprendre le japonais? Alors non, mais pour les bases, oui, ça suffit parce que, ça peut faire peur, mais c'est pas une langue qui est si compliquée que ça à parler. À lire et écrire, oui, parce que, mais à parler, ça reste assez basique. Donc ça va. Tu t'es chauffé, quoi. T'es allé à l'école et tu voulais vraiment... Je pensais pas retourner à l'école un jour et puis tu vois. École de japonais. C'est ça. Trop bien. Donc t'arrives dans cet autre restaurant. T'es à quel poste? J'étais chef de partie aussi. J'étais plus côté garniture, ce genre de choses. Après, ça tournait un peu. Puis j'ai toujours été très curieux, donc je tournais un petit peu de partout. Puis pareil, je me lie un peu d'amitié avec tout le monde. Et du coup, je tourne un peu sur tous les postes. Et surtout, il y avait un peu tout ce côté à côté où, quand ils se sont un peu accrochés à toi, ils n'hésitent pas à partager leur culture. Ouais. Et tu vois, il y a eu des journées où les week-ends, on partait pêcher dans le nord du Japon. On ramenait les poissons, on les cuisinait, on faisait des sushis. Enfin, il y avait plein de choses comme ça. C'est très généreux, quoi. Ouais. Ils ont un peu deux faces. Parce que ça, c'est très ancré dans leur culture. Mais si t'arrives vraiment je pense que c'est un peu partout pareil. Quand tu t'intéresses aux gens, ils s'ouvrent à toi aussi. Ouais. Et ouais, une fois qu'ils sont ouverts, ils sont très généreux. Ah, c'est chouette. Et à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, je vais rester ici toute ma vie, j'adore cet endroit, je vais faire mon resto ici. Ouais, franchement, j'y ai pensé forcément. Alors, ouvrir, c'était un peu tôt parce que... mais restait, j'y ai beaucoup pensé. Et en fait, c'était compliqué au niveau du visa parce que j'étais trop jeune. Donc, sur la fin de mon visa, j'avais 20 ans. Et ils demandaient à l'époque 10 ans d'expérience dans la restauration pour pouvoir ouvrir quelque chose, pour avoir un visa qui me permette de rester. Et tout cumulé, forcément, je les avais pas. Donc, en fait, je suis rentré en France.
Et là, ça a été coup dur parce que tu passes du pays des merveilles à... Je me souviens, c'était un dimanche, il faisait gris, tout était fermé. C'est un moment quand tu rentres, voilà. Donc mini dépression. Tu m'étonnes. Tu vois, dans la foulée, il fallait que je rebosse, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'ai trouvé un autre restaurant, un étoilé vers Paris, où le chef était japonais, avec il y avait des cuisiniers japonais, tout ça. Et du coup, je suis allé là-bas pendant quelques temps. Ça m'a permis de remettre un pied dans la France et dans plein de choses de cette façon-là, je pense. Il y a quoi de vraiment différent entre la cuisine en France et la cuisine au Japon ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ? T'as parlé des produits. Ouais, les produits. Déjà, c'est vrai que c'est hyper différent. Après, sur les techniques, eux, je pense qu'ils sont plus dans le produit brut que dans le travail. Nous, on a tendance à faire des recettes, des choses en sauce, alors qu'eux, ils vont sublimer un produit sans trop le dénaturer non plus. Ouais. Et je pense que ça fait partie des principales différences. Après, il y a trop de choses. Mais en même temps, elles sont très complémentaires. Ouais. C'est deux cuisines qui fusionnent bien ensemble, donc. Non, parce que je vois il y a beaucoup de chefs aussi qui s'inspirent de la culture japonaise, asiatique plus globalement dans leur cuisine. Voilà, parce qu'il y a plein de bonnes choses à prendre. Sur les épices, des choses qu'on n'a pas forcément en France, ou des mélanges que la cuisine classique française n'aurait pas pensé ou permettait pas de faire. On va piocher un peu là-dedans et des fois ça permet de mettre, comme je fais un peu dans ma cuisine, mais d'une simple carotte qui vient d'à côté, on va la twister un peu différemment et ça donne des choses cool. T'es resté combien de temps au final là-bas ? J'ai fait quasiment 2 ans, comme ça. Ah ouais, 2 ans quand même, ça marque. Cumulé parce que du coup j'ai fait une première année et après j'y suis retourné plus longtemps. Donc retour en France, un peu difficile, mais tu restes pas très loin du Japon avec ce restaurant japonais. T'en es où à ce moment-là ? À ce moment-là, du coup, je travaille dans cet étoilé, je fais mon temps là-bas. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, je savais que repartir au Japon, c'était pas possible. Enfin, c'était compliqué. Pourquoi ? Par les visas. En tout cas, pour y travailler et résider pendant. Mais je me dis, j'ai envie de voir d'autres choses. C'est l'occasion et de là je décroche un visa pour le Canada et du coup je pars au Canada. J'y suis pas resté très longtemps parce que j'ai pas accroché sur le travail et c'est vrai que eux culinairement c'est un peu plus restreint on va dire, mais du coup j'ai appris pas mal de choses. Déjà, j'ai remarqué que là-bas, ils étaient tous bilingues. Et je me suis dit, c'est fou, moi, je parle pas anglais, ils sont tous bilingues. Bienvenue en France. Ouais. Du coup, je fais quelques temps au Canada, je finis, je visite, je reviens en France, je vais rebosser dans d'autres étoilés, tout ça. Et puis, je me dis, pareil, ça me trotte toujours. Et il me dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre, quoi. Et du coup, j'ai un pote qui bosse en Angleterre à ce moment-là, dans un pub un peu gastronomique, qui me dit, vas-y, on cherche quelqu'un, viens, tu vois. En plus, on t'apprendra l'anglais comme ça. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je viens. Et je pensais faire quelques mois. J'ai fait 1 an et demi comme ça. Ok. Et c'était où en Angleterre ? C'était à Flodden. C'était dans la campagne perdue à 1 heure de Londres. C'était très cool. C'était une cuisine un peu différente parce que du coup c'était plus pub, donc bistrot, t'envoies, mais ça restait quand même élaboré, donc c'était qualitatif. C'était le meilleur pub du comté. Ils ont des trucs un peu comme ça là-bas. Et non, c'était vraiment chouette, belle expérience aussi. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre l'anglais et de faire plein d'autres choses par la suite. Et notamment de retourner en Asie et plus de voir d'autres choses, de voyager, de rencontrer d'autres cultures et d'échanger plus facilement. Et et du coup j'ai fait pas mal de va-et-vient comme ça où je rentrais en France, je travaillais un peu en France dans des belles maisons et ensuite je repartais à l'étranger. J'ai fait ça pendant jusqu'au Covid, donc ça faisait une dizaine d'années, je pense. Okay. Non, un peu moins. J'ai fait ça pendant 7 ans, je crois. Ok. Ouais, donc à chaque fois, tes expériences te permettaient d'en accéder à une autre, à l'étranger, de revenir un petit peu en mode tampon en France et repartir. Est-ce qu'il y a une expérience dans toutes celles-ci qui t'a marqué en particulier ? Enfin, je pense qu'elles t'ont toutes marqué, mais quelque chose en particulier qui a fait un switch alors il y en a plusieurs, je pense. Il y a déjà, j'avais travaillé aux Deux Alpes, au Petit Polyte. C'était un étoilé avec, à l'époque, le chef, c'était Matthew Edgartis. C'était un ancien candidat de Top Chef. Il était australien. Les étoilés, souvent, ce qui revenait, c'est que il y avait quand même beaucoup de rigueur, des managements assez compliqués. Et là, c'était la première fois que je tombais sur quelqu'un qui était très humain,
très ouvert et il était très pédagogue dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait et c'était super agréable de travailler dans des conditions comme ça parce que tu travaillais beaucoup, on faisait 90 heures par semaine, mais par contre c'était toujours avec le sourire, toujours dans un bon mood, dans une bonne démarche et en fait c'était trop chouette. C'était ça. Ouais, c'était ça. Du coup, celle-ci m'a marqué particulièrement parce que je me suis dit en fait ça existe. Ouais. Ça existe. Donc quand même, mine de rien, il y a beaucoup d'étoilés qui sont très très toxiques. Je veux pas cracher sur tous les étoilés, mais oui, enfin voilà, il y a des choses qu'il faut pas nier. C'est voilà, quand j'entends des HBS qui disent que la restauration c'est pas un métier dur. Ouais. Que si ça reste dur et il y a des choses qui sont dures, il faut le dire, il faut en parler et sinon ça changera jamais quoi. Oui, puis on a toute une jauge différente. Peut-être que lui il trouve ça pas dur parce que sa jauge est très haute. Je pense qu'il va plus trop dans sa cuisine aussi. Oui aussi, oui. Ça fait longtemps qu'il a pas mis un pied. Ouais. C'est ça. Mais voilà et du coup ça c'était très marquant, mais surtout humainement et après sur tout ce qui m'a marqué, il y avait eu plus mes voyages en Asie justement où tu vois j'ai fait la Nouvelle-Zélande et j'ai fait tout ce qui est Thaïlande, Vietnam, tout ça. Alors plus en mode voyage, mais étant donné que j'aime beaucoup m'intéresser à ce qui se passe, la cuisine pour moi, je trouve que c'est surtout dans ces pays-là, c'est vraiment la culture du pays, c'est leur tradition, c'est vraiment voilà. Et s'ouvrir à tout ça, c'est s'ouvrir au pays, c'est des échanges qui marquent. Et quand tu te retrouves dans une famille, il y a tu vois où ils cuisinent avec un petit four qu'ils allument au feu de bois, où tu vois tu vas chercher des fleurs de bananier dans le jardin pour les cuisiner, faire un curry avec, c'est des expériences de ouf quoi. Et à chaque fois que t'es parti seul? Il y a eu quelques fois où je suis parti accompagné, mais souvent j'étais seul, ouais. Et en fait, tu te rends compte que quand tu voyages, t'es jamais vraiment seul parce que tu fais toujours des rencontres. Plein de rencontres, ouais. Et donc toi, quand tu pars en voyage, c'est quoi ta façon de découvrir la culture? C'est d'aller comment tu fais pour rencontrer des gens? Sortir dans les bars, dans les restaurants, ce genre de choses. Puis après, t'as plein de enfin je sais pas, il suffit de faire une randonnée, tu croises des gens, tu commences à discuter et puis en fait tu passes la soirée, la semaine avec eux. Tu vois, quand j'ai fait le nord de la Thaïlande, je suis tombé sur des étrangers en fait et on s'est suivis pendant 3-4 semaines à faire le même parcours. Tu vois, je crois on a fait le Cambodge et le Vietnam le Vietnam ensemble. Et c'est trop bien quoi. Des compagnons de route. Compagnons de route, ouais. Et puis après, ça va, ça vient. Et tu te sépares, t'en rencontres d'autres. Des fois, tu gardes contact, des fois non. Et c'est la vie qui est comme ça. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré un de mes meilleurs potes aujourd'hui qui habite à 5 minutes de chez moi dans la Loire. Okay. Et en fait, on s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande. Mais non. Il a fallu qu'on fasse le tour du monde pour se connaître. Vous ne connaissiez pas avant? On se connaissait pas du tout, mais vraiment pas. Et en fait, on tombe dans le même endroit en Nouvelle-Zélande et on commence à discuter. Et puis de fil en aiguille, on se dit putain, mais c'est fou parce que déjà on vient du même endroit. Et puis on s'est rendu compte que lui bossait dans le bar où moi j'allais boire des coups. Donc en fait, il m'avait servi des canons toute ma scolarité et on s'est rencontrés à l'autre bout du monde. Et puis maintenant, très drôle. Ouais. Ah, c'est fou ça. Non mais comme quoi le monde est tellement petit. Mais c'est ça, c'est ouf. Tu te retrouves au même endroit. C'est comme nous, on était en voyage, j'étais toute petite, mais on était aux États-Unis, au fin fond, dans le désert, dans un hôtel paumé, et on s'est retrouvés avec nos voisins dans l'hôtel. Voilà, improbable. Bon bref, non mais comme quoi le monde est effectivement est très très petit. Ok, mais c'est impressionnant. Ouais, t'as un globe-trotter quoi. Ouais, c'est ça. J'aime ça. J'aime bouger. J'aime échanger. Je pense un peu curieux de nature. Ouais, donc c'est pour ça que oui, quand je vais dans les pays, j'adore m'intéresser à la gastronomie, à tout ce qui se fait, à pas hésiter à aller justement cuisiner avec les locaux et ça c'est trop bien. Moi, j'avoue que je trouve que c'est la meilleure façon de vraiment comprendre le mode de vie et le quotidien des gens, c'est d'aller au restaurant. C'est ça, et tu comprends aussi de pourquoi ils font les choses. C'est parce que il y a des fois il y a eu telle ou telle guerre ou il y a eu telle ou telle chose qui ont marqué le pays, qui ont fait que ils ont dû s'adapter comme ça. C'est resté dans la culture, à travers les générations et c'est super intéressant aussi. Ouais, carrément. Donc tu vagabondes un peu partout. C'est ça. En même temps, tu te fais des expériences un peu partout et il y a le Covid. Il y a le Covid qui te fait forcément rentrer. Ouais. Alors, premier Covid, je l'ai fait en Nouvelle-Zélande, c'était super cool. Ah, sympa. Ok. Parce qu'on n'était pas du tout enfermés comme tout le monde ici.
Ah bah ouais, Ouais. c'était un peu protégé là-bas. Enfin, c'est une île, quoi. Ouais, c'est une île et puis du coup tout le monde sortait dehors. Enfin, il y avait pas de, on faisait attention, mais il y avait pas trop de. bien. Ouais, non, très très cool. Le deuxième était moins cool, du coup en France, mais surtout que ça avait été compliqué pour les restaurateurs à ce moment-là. Je me souviens et on avait fermé un petit moment. Mais du coup, je rentre quand même en France parce qu'à ce moment-là, la famille, avait besoin que je sois là. Plein de choses faisaient que je devais rentrer dans le coin. Du coup, je cherche du boulot. Et Adrien, qui était du coup mon pote et qui était dans la même école que moi, était aussi le chef de Culinary Hortus, me dit à ce moment-là, vas-y, on cherche quelqu'un. Bien, si tu veux, quoi. Et bon, au début, je me dis, restaurant végétarien, j'ai jamais fait, un peu bizarre, quoi. Ça te tente pas plus que ça? Si, ça me tente, je me dis ça peut être cool, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre. Ok. Mais vraiment pas. Puis je m'étais dit, je ferai quelques temps, puis on verra. Et puis au final, j'y suis resté 5 ans, quoi. C'était quoi tes idées reçues un petit peu sur la cuisine végétarienne? En fait, c'est bête parce que je me rends compte de tous les postes que j'ai eus. Souvent, c'était des postes où j'étais souvent en garniture, garde-manger, sur les sauces. Enfin, j'avais pas trop fait les viandes ou ce genre de choses, même si je savais faire. Mais je sais pas pourquoi j'avais des idées reçues. Je pense que c'est les termes végétariens qui me bloquaient, tout simplement. Alors qu'en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est une cuisine qui m'a beaucoup plu et qui, en fait, maintenant, je reviendrai pas forcément en arrière, quoi. Parce que justement, je trouve que le travail qu'on peut avoir autour d'une viande ou d'un poisson, ça peut être un peu rébarbatif. Même si je trouve que c'est pour ça que je fais du poisson ici, c'est que je trouve que la palette est un peu plus large, entre guillemets. Mais avec les fruits, les légumes, le champ des possibles, il est énorme, quoi. Donc, cette expérience-là, t'apprends un petit peu, t'ouvres les portes du végétal. Parce que jusqu'à maintenant, tu t'étais jamais trop penché. Enfin, forcément, si, parce que en cuisine, tu travailles forcément du végétal, mais tu t'étais jamais vraiment penché sur le sujet. Ouais, puis je pense que c'était pas trop démocratisé à ce moment-là. Aussi, ouais. Je sais qu'à l'étranger, ça se faisait beaucoup, les restaurants végétariens, véganes, tout ça, mais en France, c'était pas, surtout à Lyon, c'était pas dans la culture de tout ça. Et du coup, d'arriver dans quelque chose comme ça, où, tu sais pas trop où tu mets les pieds, ça, c'était super cool. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté déjà de savoir un peu plus ce que je voulais faire. Ça m'a, je pense qu'en termes de créativité, ça m'a permis justement d'être beaucoup plus créatif sur pas m'enfermer sur ce genre de choses et de pouvoir mettre en avant et dire que si en fait le végétal peut être au centre de l'assiette et on peut faire de super choses avec voilà. Ok, donc 5 ans chez Culinary Hortus, qui se passe super bien. À ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis t'attends un peu le bon moment pour ouvrir ton resto, t'as envie d'ouvrir ailleurs, à Lyon, t'as quoi en tête? L'idée d'ouvrir me trottait un peu dans la tête. Voilà, je savais pas trop, puis j'étais sous-chef là-bas, donc je m'étais dit ça serait bien de passer au stade un peu supérieur, même si j'avais déjà été chef avant, mais voilà, de repartir sur autre chose. Bon, après il y a eu plein de choses qui se sont passées et il y a eu un moment donné, je me dis en fait Lyon c'est cool, je suis bien ici, vas-y lance-toi quoi. Go. Donc là tu ah non, il me semble, si mes souvenirs sont bons, tu quittes pas tout de suite Culinary. Non. Tu fais tes recherches avant. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, je continue de bosser là-bas, mais en parallèle, je fais des visites de restaurants. Je commence à faire les business plans, tous les trucs un peu chiants, mais qui sont très importants. Du coup, tout se passe en même temps en parallèle du boulot. Et je tombe sur ici, l'ancien passe-temps, justement, ancien étoilé, où là je rentre dedans, le lieu me plaît. J'avais pas mal de potes qui m'avaient dit en fait, quand t'ouvres comme ça, il y a pas de vérité, il faut que tu sentes le lieu, quoi. Ouais. Et là, je sais pas, j'ai eu le coup de cœur, je me suis dit vas-y, c'est là, quoi, feu. C'est quoi les détails qui t'ont fait ce coup de cœur? Il avait une cuisine un peu coréenne, donc je pense que j'ai retrouvé un peu l'empreinte asiatique. Toujours ça. Hein. Ouais, toujours. Hein. Ça, la cave à vin. Ah oui, elle était déjà là. Elle était déjà là, mais très cool parce que j'aime bien le vin et voilà, je trouvais ça hyper cool de mettre ça en avant. La cuisine était chouette. Enfin, il y avait plein de choses tous les feux étaient verts pour que je dise je me vois bien là, quoi. Et le 6e, t'aimais bien cet emplacement? Ouais. Alors. Le 6e, je connaissais pas trop pour le coup, mais je savais que c'était un quartier cool. Après, je regardais plein d'autres arrondissements aussi. Mais ouais, le 6e, ça me dérangeait pas en tout cas. Donc, emplacement, go. Tu quittes ton poste à Culinary? Ouais, c'est ça. Je quitte le poste à Culinary et puis ça a été très vite, hein, même si il s'est passé
1 an avant l'ouverture où j'ai eu le temps de méditer sur plein de choses. L'ouverture a été très rapide. Voilà, t'as beau avoir fait ça toute ta vie, en fait, tu sais pas où tu mets les pieds, quoi. Ouais, bah ouais. T'avances livré à toi-même. Il y a plus personne pour te tenir la main et voilà, t'as pas de sécurité à la fin du mois. Il y a plein de choses comme ça où tu te dis ben qu'est-ce que j'ai fait. Et en fait, bah voilà, les premiers mois commencent. Puis petit à petit, ça s'est bien lancé. Et puis ça monte crescendo. Et puis voilà. Avant d'ouvrir enfin Mertensia, c'était quoi ton idée du restaurant? Dans le projet que tu présentais aux banques, tout ça, tu leur parlais de quoi? Enfin, tu leur disais que tu voulais ouvrir quoi comme restaurant? Alors sur le projet, j'étais assez déjà décidé là-dessus. Je savais que je voulais rester sur une cuisine végétale. Je savais que je voulais aussi faire tout ce qui était poisson en plus, mais vraiment l'ajouter en condiment à côté. Et après, je voulais, c'était ma première affaire. Du coup, je voulais vraiment quelque chose à taille humaine. Donc c'est pour ça, je voulais un tout petit établissement, Vancouver, peu de staff, et voilà. Les banques t'ont tout de suite suivi? Enfin, je veux dire, t'as pas eu de galère particulière? Non. Bah après, les banques, c'est beaucoup de paperasse, c'est du business plan, c'est voilà. Enfin, en fait, ils te demandent des papiers qui parfois veulent tout et rien dire. Eux, ils veulent juste s'assurer que tu puisses bien rembourser ton prêt et c'est les chiffres dans les bonnes cases et voilà. Exactement. Quoi. Et en fait, à partir du moment où t'as un CV cohérent et des chiffres qui vont bien, tous les feux étaient verts. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été trop compliqué, c'est juste que ça demande du temps parce qu'il faut faire plusieurs banques. Après c'est le métier de gestionnaire comme je fais maintenant en tant que patron et chef, mais oui, tu es toujours en train de comparer que ça soit les produits, les machins, les prix, ça demande du En tout cas, il y avait pas de frein particulier au fait que ça allait être encore un restaurant cuisine végétale, enfin je veux dire parce que des fois les banquiers donnent un peu leur avis en mode non mais ça va pas marcher monsieur. Non, ça allait parce que ça allait étant donné du CV que j'avais derrière, ils savaient que je savais un petit peu de quoi je parlais quand même. Après, forcément, et je pense que c'est même pas les banquiers, c'est plus moi qui stressais en me disant mais si ça se trouve ça marchera pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, et oui, et même aujourd'hui, il y a pas un jour où je me dis pas tiens c'est bon, ça y est, je me repose pas sur mes acquis. Tous les jours, je pense que je me remets un peu en question et parce que déjà dans ma cuisine j'ai besoin de changer régulièrement et parce que rien n'est acquis quoi. Ah mais j'ai trop hâte qu'on parle justement de ta cuisine. Mais avant ça, j'ai envie qu'on parle de l'ouverture, du lancement. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Ça a été quoi tu penses tes erreurs ou tes bons choix à l'ouverture qui ont fait que, parce que j'ai l'impression quand même que ça a bien fonctionné dès le départ. Alors oui et non. On était passé par une agence de com qui nous avait dit si vous voulez faites un soft opening, blablabla, ce genre de choses. Et en fait, premier mois on fait une première ouverture mais sans communiquer, sans rien dire et du coup ça a été un gros flop. Ouais. Pendant 1 mois tu te regardes dans le blanc des yeux, il y a personne, tu te dis ah merde, je vais foutre la clé sous la porte, je fais quoi? Si c'est comme ça tous les mois, ça va pas le faire. Ouais, ça va être compliqué. Et en fait il y a petit à petit il y a eu tout un tas de choses qui sont arrivées, que ce soit des influenceurs, de la presse, ce genre de choses, et d'un coup ça a explosé. Et là de là par contre ça a bien marché. Surtout dans une période qui a été compliquée pour beaucoup derrière avec les crises ou toutes ces choses-là. En tout cas, c'est vrai qu'on s'en tire très bien et on est content parce qu'on a pu tout de suite on a une clientèle qui a été très vite fidélisée. Mais j'en suis le premier étonné aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a énormément de gens qui viennent et surtout qui reviennent. Et ça, je trouve ça trop cool. Bah ouais, c'est les meilleurs. Ouais, mais tu vois, je pensais que ça serait l'inverse, qu'on aurait beaucoup plus de passages que de gens qui reviendraient, et en fait, pas forcément. Donc une bonne clientèle réceptive à ta cuisine. Ouais. Aussi, et c'est toujours le cas d'ailleurs, t'as un super rapport qualité-prix. Et t'as eu d'ailleurs, attends, j'espère que je vais pas dire de bêtises, t'as eu des reconnaissances il y a pas longtemps, récemment. Récemment, sur le long de l'année, oui, il y en a eu quelques-unes. Vas-y, dis-nous ce que t'as eu. Vas-y. Quel est ton palmarès? J'aime pas trop parler de ça en plus, mais non, on a eu le tout premier, ça a été le Goemio. Ils nous ont référencé en avril, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, 2 mois après l'ouverture. C'était super rapide. Ah oui, voilà, c'est ça, oui, ouais. Très très rapide, ouais. Très très rapide. Et après, dans la foulée, on a eu le Petit Paumé, on a eu le guide Michelin. Ça a été un gros coup de boost aussi. On a eu le Petit Futé récemment. Voilà, on a eu We Are Smart World, qui pour le coup, ça c'est un guide belge qui référencie tous les restaurants végétariens ou véganes dans le monde, très cool aussi. Ça correspondait bien à ce qu'on fait, donc voilà. Et puis après, il y a tous les articles de presse, toutes ces choses-là. Donc ouais, c'est vrai que ça a été très vite.
Bravo, mais belle reconnaissance rapidement, ça doit motiver tellement tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Bah après, ça fait pas tout non plus parce que bon, ça remplit pas un restaurant tout le temps, mais c'est vrai que ça fait plaisir de recevoir ce genre de choses. Après, je pense que la plus belle des récompenses, c'est de voir les gens revenir et pour moi, c'est un peu plus important que le reste, ouais. Et ben, on va essayer de comprendre pourquoi les gens reviennent et on va parler de ta cuisine. Ouais. Décris-nous un peu ta cuisine. Déjà, c'est un menu que je crée autour du végétal. Donc on a un menu unique différent le midi et le soir et je centre toute ma cuisine vraiment autour du végétal. Quand je construis mon menu, je choisis un ingrédient ou deux et voilà, je construis mon plat tout autour de ça. Le marin, ça vient vraiment qu'après. Et voilà, j'essaie de vraiment réfléchir à plein de choses, que ça soit sur les textures, les températures, Pour moi, la cuisine, c'est pas que du goût, il y a plein de choses. C'est un peu intellectuel dans le sens où, tu vois, les papilles, c'est un peu connecté. Enfin, il y a plein de choses qui jouent. J'étais tombé sur une vidéo de Glenn Viel que j'aimais beaucoup, où il dit que dans son restaurant, tu vois, il sert pas les plats trop chauds justement parce que sinon le cerveau se connecte sur justement la température et tu perds le goût de ce que tu manges. En gros, ouais, ton cerveau se concentre trop sur le fait que c'est trop chaud. Attention, c'est trop chaud, mais du coup, tu perds les saveurs de tout ça. Et en fait, il y a tous ces éléments-là qui sont hyper importants, je trouve, où on fait pas toujours attention. Et voilà, et du coup, bon, je dis pas que je fais la même chose que lui, mais loin de là. Mais voilà, c'est des choses que j'essaie de jouer avec tout ça, en tout cas. Je sais que tu vois, on a souvent des gens qui nous disent, ça nous a surpris, là, il y avait un truc froid dans le chaud, ou tu vois, c'était agréable, il y avait des textures, et le goût, c'est important. Mais il y a pas que le goût, et je travaille du coup sur le végétal, toutes ces choses-là et voilà, et derrière j'y apporte pour ceux qui le veulent en plus du menu végétarien toute une déclinaison avec des produits marins, que ça soit de la mer, de la rivière, qu'avec des produits français, parce que ça aussi c'est important dans ma cuisine, que ce soit des produits locaux français qui mettent en avant notre pays quoi, parce qu'on a quand même beaucoup de belles choses et il y a que quelques épices où voilà on s'en sert aussi, mais sinon ouais, ça fait partie de ce qu'on fait, quoi. Ok, mais en tout cas, chez toi, les produits marins sont des accompagnements finalement. Ouais, c'est ça. C'est inversé. J'inverse. Ok, trop bien. Et donc, t'as un menu, c'est comment ton menu du midi et ton menu du soir? Ça se décline comment? Le midi, t'es en 6 services. Donc, amuse-bouche, entrée, plat, transition, dessert et minardise. Et le soir, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que, t'as 2 entrées, 2 plats en plus, avec tout le reste. Et on met aussi des produits un peu plus nobles. Le midi, on est moins cher parce qu'on va chercher des produits un peu plus simples, comme ça veut pas dire qu'on les travaille moins bien, au contraire, mais on les travaille différemment pour pouvoir avoir des marges plus intéressantes et proposer un menu qui est moins cher. Et le soir, ouais, on se fait plaisir. Donc, il est à combien le menu du midi et celui du soir? Le midi, il est à 34 et 39. Et le soir, on est à 62 et 72. Et sur la cuisine aussi, j'ai pas dit, mais du coup, je twiste toujours un peu avec tout ce qui est cuisine. Bon, souvent, on me dit asiatique, mais c'est vrai que j'aime bien jouer avec tout ce que j'ai vécu dans mes voyages, que ce soit asiatique ou pas, mettre en avant un peu ces choses-là. Donc ça inspire quand même encore beaucoup ta cuisine d'aujourd'hui. Ouais. Tous tes voyages. Ouais, bien sûr. J'adore faire des currys, j'adore faire plein de choses. Ouais. Ah, trop bien. Comment tu vis la contrainte de la saisonnalité, par exemple? Tu le changes tous les combien de temps? Déjà, c'est pas du tout une contrainte. Parce que ouais, c'est vrai ça. Non, mais je sais qu'il y en a pour certains, ça peut être une contrainte. Moi, ça l'est pas du tout, au contraire. Et tu vois, souvent on me pose la question de c'est quoi ton plat signature ou ceci, cela. Et en fait, je trouve que la question est un peu triste. Enfin, j'aime pas ce concept de plat signature parce que j'aime pas faire tout le temps la même chose. Et c'est là où en fait je m'amuse dans le végétal et les saisons. C'est que je suis de toute façon obligé de suivre les saisons et je ferai pas de fraises en décembre. mais du coup, t'es obligé tout le temps de te réinventer. Généralement, je change le menu tous les mois, mais dans le mois, il peut y avoir une saison très courte de, je sais pas, tu vois, en ce moment, c'est les bourgeons de sapin, ça dure quelques temps. La semaine dernière, j'ai eu les feuilles de chêne, c'est un goût de sarrasin, du coup, j'ai fait de la feuille de chêne. Il y a plein de choses comme ça. Le printemps, c'est cool parce que t'as toutes les fleurs aussi. On travaille avec une cueilleuse qui va nous chercher plein de produits trop cool. C'est qui? C'est Céline Guillemin. Mais du coup, elle fait plein de choses trop bien. Et tu vois, là, je sais qu'avec l'été qui arrive, il va y avoir la rose. On va faire des vinaigres, des conservations, des fermentations, plein de choses comme ça. Et voilà, du coup, on s'amuse avec les saisons comme ça. T'as pas le temps de t'ennuyer, quoi. Non. Toujours des nouveautés, toujours. Ouais. Mais de toute façon, il faut que. Oui, t'as besoin de ça, ouais. Ouais, je peux pas rester sur mes acquis et tout le temps faire la même chose. Il y a une saison que tu préfères quand même par rapport aux produits? Pour le végétal, on va pas se mentir,
Printemps-été, c'est Ouais. quand même très cool. Automne aussi, fin d'été, automne, c'est vraiment, je trouve, très beau moment parce que t'arrives sur la fin de l'été et t'as la transition des deux. T'as un peu le début des champignons, ce genre de choses. T'as les produits d'été qui arrivent vraiment à maturation et qui sont pleins de saveurs. Et ce moment-là est vraiment hyper intéressant. Et après, l'hiver, c'est très cool aussi. C'est juste que, bon, les courges, au bout de 6 mois, j'en ai marre. Mais, Ouais, l'hiver, c'est un peu long des fois. ouais. Mais non, mais enfin, toutes les saisons sont vraiment cool. Quand t'accueilles tes clients chez toi, t'as envie de leur procurer quelle sensation? T'as envie qu'ils ressentent quoi? Quand ils viennent chez moi, déjà, quand moi je vais au restaurant, j'aime pas manger ce que j'ai l'habitude de manger. Enfin, Ouais, je comprends. sans dénigrer, mais enfin, pour manger une salade, je peux me la faire chez moi. Ouais. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est un peu ça que j'ai envie de proposer. C'est voilà, quelque chose d'un peu différent. Et c'est vrai que du coup, de par le twist que je peux apporter des fois avec les saveurs ou ce genre de choses, parce que j'ai un peu ramené de mes voyages, souvent les gens nous disent pendant un instant, on est content parce qu'on a pu couper, on a découvert plein de choses, plein de nouvelles saveurs, on a un peu voyagé. Et ça, quand on me dit ça, je suis trop content, quoi. C'est la meilleure, Ouais. gratification, ça Ouais, se dit? je pense. En tout cas, je t'ai compris. C'est l'essentiel. Ok, vous êtes combien en cuisine et en salle? Là, je suis tout seul en cuisine. Ah, t'es tout seul en cuisine? Ouais. Attends, mais tu gères tout seul? Tout seul. Waouh! Ouais. Et là, je vais jongler à la rentrée avec des stagiaires, ce genre de choses. Mais Mais attends, mais quand on s'était vu la première fois, t'étais pas tout seul? j'avais un stagiaire. Ah, ok, ouais, t'avais un stagiaire. Ouais. Et mais voilà, mais après tout seul, je me débrouille bien aussi. Je me lève un peu plus tôt le matin et Ouais, ça va, tu tiens le coup? ouais, pas le choix. Ouais. Attends, Non, mais t'es ouvert comment? T'es ouvert mardi ou samedi, midi et soir. Ah, quand même, hein. Ouais. Mais t'es trop fort. Trop fort, je sais pas, mais j'aime bien ce que je fais. Tu comptes pas, quoi. Non, puis enfin, tu vois, ça faisait partie des raisons pour lesquelles se mettre à son compte, c'était important pour moi parce que bon, faire des heures pour les autres, ça va bien, Ouais. mais maintenant je l'ai fait et c'est pour moi, donc c'est pas pareil quand tu te lèves le matin, ouais. Oui, c'est clair. Et en salle? Et en salle, ils sont deux, donc Damien qui est directeur de salle et qui gère la partie sommellerie, et on a aussi Laurine qui est elle apprentie en sommellerie et qui gère vraiment super bien tous les deux. Ok, très très chouette. Tes premiers enseignements, si t'en as par rapport à ces mois d'ouverture, ce serait quoi? Bonne question. C'est vrai que t'apprends plein de choses. Enfin, déjà, j'ai compris que le métier de cuisinier, chef et patron, c'est deux choses bien différentes. Ouais. Souvent, c'est des choses qu'on nous apprend pas du tout à l'école, tu vois, que ça soit sur le management, quelle que soit l'école, hein, même les grandes écoles. Tant que t'as pas passé le pas, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est. Ouais. Et c'est vrai que c'est une aventure, c'est pas facile tous les jours, c'est un travail à plein temps. Tu t'arrêtes jamais vraiment, même le week-end. Gérer une cuisine, je savais faire. Gérer un établissement, du staff, ça je savais pas faire. Et je pense que même si on me l'avait transmis, de toute façon, oui, tant que t'es pas dedans, tu peux pas. Tu vis pas. C'est ça. Puis il y a toute la partie que tout le monde adore, administratif, où là, voilà, ça c'est aussi c'est quelque chose de très différent et c'est beaucoup de gestion, beaucoup de choses comme ça et voilà, ça m'aura appris beaucoup sur tout ça. Humainement aussi, c'est une expérience complètement différente parce que c'est plein de rencontres que tu fais pas en voyageant, mais parce que du coup tu te crées un réseau, tu rencontres des gens qui viennent manger au restaurant, tu rencontres plein de personnes, tu deviens ami avec des gens sur un soir tu restes boire un verre, puis en fait tu passes la soirée avec les gens et puis et au final tu te lâches plus après. Enfin, tu rencontres plein d'autres restaurateurs, il y a et ça c'est trop cool. C'est une super expérience humaine. T'es assez ouvert quand même, je trouve, aux rencontres, aux gens. Ouais, je sais pas, c'est peut-être mon tempérament comme ça, mais parce que je trouve que, tu vois, ça permet il y a un échange, tout le monde est différent et tout le monde, je pense, a quelque chose à apporter. Et c'est cool de pas être fermé. Et, je sais que, tu vois, par exemple, il y avait beaucoup de chefs qui avaient cette façon de nous enseigner en nous disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que d'une même recette, d'une même chose, en fait, non, il n'y a pas qu'une façon de faire. Il y a plein de techniques, plein de façons de faire les choses et c'est de par le vécu d'autres gens, des erreurs, ce genre de choses où, en fait, t'apprends et si tu regardes bien, t'apprends tout le temps, en fait. Et ça, c'est super enrichissant, ouais. T'aimerais ensuite pouvoir avoir une plus grosse équipe Ouais, alors sur Mertensia, je dis pas que ça sera possible parce que l'établissement est quand même assez petit. Mais bon, Mertensia, ça sera pas toute ma vie. Il y aura d'autres choses derrière et voilà, oui, il y a d'autres projets qui arriveront un jour et ça c'est sûr.
Ça fait partie du parcours, mais c'est pas la finalité. Exactement. Alors attends, c'est quoi du coup tes ambitions pour plus tard? Sans te mettre la pression. Hein. Non, en vrai, là, pour le moment, je sais pas. Des projets, j'en ai 1000 qui passent dans ma tête et qu'est-ce que je vais vraiment faire? Je sais pas. Pour le moment, je me concentre ici et puis on verra dans quelques années. Mais ouais, non, c'est sûr que voilà, j'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai pas envie enfin, j'ai envie de faire d'autres choses. Tu disais aussi que t'aimais bien l'événementiel, enfin que c'était Ouais. quelque chose que t'aimais beaucoup. T'arrives à en faire un petit peu dans le cadre de ton métier actuellement? Ouais, on a fait pas mal de privatisation. On essaye de se déplacer un petit peu quand on peut pour des clients, ce genre de choses. Bon, sur une petite équipe, c'est pas toujours facile à mettre en place, mais c'est des choses que ouais, on essaye de dynamiser, ne serait-ce que pour sortir d'ici, voir d'autres choses. Puis oui, enfin casser la routine, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça. Je suis allergique à la routine. Casser la routine. Allergique à la routine. Ah, j'aime bien ça. Et t'as des voyages de prévus bientôt? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Là, bon, c'était pour ces prochaines vacances, je suis en famille, mais ouais, à la rentrée, j'aimerais bien partir encore, mais je sais pas où. T'aimerais aller où? Tu sais pas? Enfin, t'as une idée? En vrai, sur les prochains voyages, j'aimerais bien. Alors là, ça va pas être possible, mais je voulais faire la Jordanie. Et j'aimerais bien retourner dans tout ce qui est pays, Maroc, tout ça. J'avais fait quand j'étais tout petit. Et justement, pour y aller, la culture, tout ce qui est les épices, tout ça, c'est ouf. Ouais. Ils sont trop gentils. Et tu vois, c'est des pays que j'ai envie de refaire. Voilà, après, l'Europe, l'Asie, je refais 1000 fois. Et justement, il y a la Corée que j'ai pas faite, que j'aimerais bien faire. Enfin, ouais, il y a trop de trucs. Ouais, je pense que le plus gros truc que je veux vraiment faire un jour, c'est prendre mon sac à dos, partir 6 mois en Amérique du Sud et pareil, faire un peu ce que j'ai fait, apprendre de leur culture et voir d'autres choses. Mais trop bien. Quand j'aurai du temps. Ouais, bah ça, t'as toute une vie pour le faire, mais Oui. faut pas trop attendre non plus. Non, c'est ça. Donc, plein de bonnes choses de prévues, plein de réussites aussi pour Mertensia. On a beaucoup parlé du métier de chef, des chefs que t'as rencontrés, des chefs plus compliqués que d'autres. Toi, t'as envie d'être quel chef dans ce monde aujourd'hui? J'ai envie d'être le chef, je sais pas comment mettre une étiquette là-dessus, mais humain, ouvert. J'ai vu que ça pouvait marcher, donc j'ai envie de faire en sorte que ça marche. Écoute, on a parlé de plein de choses. Ouais. On a parlé de toi. On a parlé de tes expériences, de tes voyages qui ont vraiment impacté ta vision de la vie, ta vision du goût, ta cuisine. T'arrives aujourd'hui à le retranscrire chez Mertensia, chez toi, dans ton restaurant, et ça plaît énormément à tes clients. Est-ce que t'as passé un bon moment avec moi? Bah oui, carrément. Un deuxième bon moment. Un deuxième bon moment. Tu vois, c'est parce qu'on s'aime trop, Flavien. On a recommencé, voilà. Et ben c'était trop sympa. J'ai mes petites questions. Que tu connais, que tu as l'habitude maintenant. Bah oui, Est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions? Allons-y. Allez, c'est parti. Ah bah ça, du coup, je le sais, mais je vais quand même la poser. Si tu n'étais pas chef, tu serais? Fleuriste. Bien sûr. Des fois, t'as pas des regrets de pas l'être? Non, j'ai pas des regrets. En vrai, en fait, des fois, je me dis si j'arrête la restauration, qu'est-ce que je fais? Et ça fait partie des choses que je pourrais faire. Bah ouais, mais c'est vrai. tu vois, il y a plein. En fait, je me dis je pourrais faire plein d'autres choses. Comme quoi? Comme je sais pas, bosser sur des bateaux, ce genre de choses. Tu vois, ou rester dans ce truc du voyage, ça, je pourrais faire. À partir du moment où je suis dans un métier, je pense manuel ou et un peu sociable, feu quoi. Par contre, je pourrais pas être assis derrière un écran toute la journée. Ça, enfermé, ouais. Non, je suis pas fait pour ça. Ton plus beau souvenir en cuisine? C'est une bonne question. J'avais répondu à ça l'autre fois. Bah, je sais plus. Mon plus beau souvenir, je sais pas. Un moment marquant, une rencontre marquante, une réussite. Bah, c'est surtout des rencontres marquantes, ouais, je pense, avec des chefs qui m'ont transmis plein de choses, qui étaient hyper ouverts, hyper humains, et voilà, il y en a eu plusieurs. Bah, il y a eu Franck Deville qui était au Clos Fleury, il y a eu Gérard Charbonnier qui travaillait à Saint-Galmier au Bougainvilliers. C'était un gars qui était incroyable, et Romain Desgranges, je pense que ça fait partie des 3 chefs qui m'ont poussé à fond dans ce milieu et qui m'ont vraiment fait aimer ce métier. En parlant de chef, est-ce qu'il y a des chefs qu'on connaît, enfin des personnalités publiques en cuisine qui t'inspirent
Tout à l'heure, Ouais. tu parlais de Glenviel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, Glenviel, j'aime bien la cuisine. J'aime beaucoup le restaurant Noma. Je trouve que sur la cuisine ils sont, complètement déconnectés et ça, j'adore. Il y a des restaurants comme Datil à Paris, j'adore aussi. Il y a plein de trucs comme ça où, Steven, j'en avais parlé l'autre fois, mais sa cuisine, elle est folle. C'est des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et ça, j'adore. Qui tu aimerais voir s'asseoir à ta table? Enfin, ici, chez toi. Chez moi, je lui ai déjà envoyé un message, mais il m'a jamais répondu. C'est Pierre Gagnère. Ok. Déjà parce qu'il est stéphanois, mais parce que j'adore le personnage aussi. Ouais. Et ça. Ah ouais, tu lui as envoyé un petit message? Ouais, sur Insta, au tout début, je dis salut chef, je viens d'ouvrir. Si jamais vous voulez passer. Oh. Et du coup, il m'a pas répondu. On va refaire un petit pressing. Ouais. On va tous aller identifier Pierre Gagnère sous un poste. On va dire, venez, venez. Le légume que tu préfères travailler? Enfin, le légume ou le n'importe. Alors, Le fruit, il y en a, en choisir qu'un, c'est compliqué parce que il y en a plein que j'adore. J'aime bien travailler les produits que souvent les gens n'aiment pas, comme les salsifis, les endives. J'adore les salsifis. C'est trop bon, les Au salsifis. beurre, C'est trop bon. vraiment trop sous-coté. Et souvent, les gens ont des mauvais souvenirs de tout ça. Et en fait, ils ressortent d'ici, ils disent, je suis content parce que j'ai mangé un truc que j'aimais pas. Et le fait d'avoir un menu unique à l'aveugle, ça permet pas de les forcer, mais aussi de les forcer à manger des choses qu'ils auraient pas mangé en temps normal. Et voilà. Et nous, on est là pour apporter cette chose qui fait que ça va leur plaire. Il y a des gens qui t'ont déjà dit ah ça j'aime pas, mais là c'était trop bon. Ouais. Ah oui, ça arrive souvent. C'était cet hiver, on faisait le chou de Bruxelles 1000 fois. On nous a dit ah non, je mange pas ça. Et en fait, Goûte. Tu vas voir. Ouais. Et sinon, après, j'aime plein d'autres produits saisonniers, que ce soit les tomates, les haricots. J'aime trop de choses. Est-ce qu'à l'inverse, il y a un produit que tu peux pas te voir? Ah ouais, alors il y en a qu'un seul. Et celui-là, il changera jamais. Voilà, c'est son moment. Vas-y. Ouais, c'est les escargots. Ah bon? Ah mais je comprends pas. Faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Hormis le beurre d'escargot. Voilà, je crois que c'est juste ça. C'est le. Enfin, quand tu dis beurre d'escargot, c'est genre le beurre persillé. Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est délicieux. Après, Mais ça, les tout seul, escargots, c'est pareil, quoi. Ah ouais, je peux pas. Rédhibitoire. J'ai essayé de les manger plusieurs fois, de plein de façons différentes, travailler, ça passe pas. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a un côté psychologique, de savoir que ce truc gluant là, ça. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, faut un peu couper le. Ouais, je pense que c'est surtout psychologique. Les escargots. Mais sinon, je mange tout. Ton péché mignon culinaire? Genre le plat que j'aime bien? Ouais. Le plat qui te réconforte quand tu as la flemme et t'as envie juste d'un plat réconfortant. Je me souviens que l'autre fois, j'avais parlé des cacio e pepe. Oui, c'est vrai. Ouais, ça j'adore. T'as une bonne mémoire. Ouais. Et non, sinon j'adore tout ce qui est les currys. Passion curry, curry vert, curry rouge, jaune, tom yum, ce que tu veux. J'adore. Ok. T'as des bonnes... Enfin, tu te les fais toi-même, les cacio e pepe ou... Ouais, à la maison, Okay. je cuisine un petit peu de temps en temps quand j'ai pas trop la flemme. Et à Lyon, non, c'est vrai que j'en vois pas trop souvent à Lyon. Ouais, et moi non plus, j'en ai pas vu tant que ça. Ouais. Autant d'autres curry, j'ai villes. déjà vu. Il y a des bonnes adresses pour les currys? T'en donner une comme ça, je sais pas, mais je sais qu'il y a des bonnes adresses, ouais. Après, je pourrais plus te donner des restaurants un peu asiatiques ou ce genre de choses. Mais Vas-y, allez, fais-nous tes meilleurs restos asiatiques. asiatiques? Ouais. Parce que je trouve que ça, c'est quand même pas évident à trouver. Non, ouais. Qu'est-ce que déjà dans le 6e, il y a meilleur japonais pour moi, c'est Mirokuneko. Ah, tu m'en avais déjà parlé. Il est pas loin d'ici. Il est à 500 mètres d'ici. Voilà, je me souviens. Ça, trop bien. Mirokuneko. Ouais, c'est ça, soutenu par un petit couple de japonais, trop sympa. Et pour le coup, ceux qui veulent manger des vrais bons plats japonais et sortir des matsuri de ce genre de choses, foncez là-bas. Ça, j'avais fait un restaurant asiatique, j'ai plus le nom. Mais je l'ai noté dans ma petite liste, un chinois qui était trop bien. Ouais, après j'en ai pas des masses en tête là. Bon, déjà on a Mirokuneko, c'est très bien, on va tout y aller. Ok, chouette. Ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est une nouvelle question ça. Ouais. Ouais. C'est un peu philosophique. Ouais, c'est un peu deep. Mon plus grand rêve, je sais pas. Continuer de faire ce que je fais. D'être heureux, de voyager, de kiffer quoi.
Ouais. Très important. Bonne réponse. Très bonne réponse. Le conseil qui t'a marqué? Pas forcément des conseils qu'on m'a donnés, mais des réflexions que je me fais maintenant, après ces quelques années, c'est de pas avoir de regrets, quoi. Comment tu fais pour pas avoir de regrets? Tu te dis, quand tu réfléchis trop, tu te dis, bon, allez, j'y vais, go, et tant pis. Ouais, des fois, ça passe par ne pas se poser trop de questions, ça passe par se lancer dans ce qu'on n'oserait pas se lancer. Et je me souviens qu'on en avait parlé aussi, mais tu vois, pour moi, les rêves, c'est fait pour être réalisé, pas juste pour rêver. Et voilà, en fait, on n'a qu'une vie, il faut foncer, quoi. Dernièrement, il y a quelque chose pour laquelle tu t'es pas posé de questions et t'es allé? Le restaurant, déjà, Mertensia. Ouais, c'est vrai. Et après, là, ces derniers temps, c'est vrai que j'ai moins de temps, donc forcément, je me concentre sur le resto, mais oui, je sais que j'hésiterai pas à me relancer sur d'autres projets, sur d'autres choses, et voilà, pas avoir peur. Puis voilà, faire des erreurs, je trouve que c'est hyper important. C'est pas, on a souvent, je crois qu'en France, en tout cas, c'est cette culture de l'échec où c'est pas forcément bien, alors que j'aime bien ce côté qu'ils ont, par exemple, aux États-Unis, où l'échec, c'est justement, c'est important. Et moi, je pense que je suis un peu dans cet esprit-là où en mode, une erreur, en fait, d'une erreur et mon menu fonctionne comme ça aussi, hein, d'une erreur, ça peut en découler plein de choses, des nouvelles créations, des nouvelles idées, des nouvelles choses, et il faut faire des erreurs, c'est bien. Ah, j'aime trop ce discours-là. C'est vrai que moi aussi, je suis très, j'admire beaucoup la mentalité américaine pour ça. Et c'est vrai qu'ils ont une façon de montrer à quel point c'est pas grave et au contraire, c'est important de se tromper parce qu'en fait, si tu te trompes jamais, ça veut dire que t'oses pas et du coup, en fait, tu fais jamais rien. Oui. Et donc, tu peux pas aller jusqu'à la réussite. Oui, c'est ça. Parce que nous, on voit que les réussites, mais derrière une réussite, de toute façon, ne pas se tromper, c'est pas possible. Donc, donc justement, autant le faire. Ouais. Pas avoir peur de se gourer. C'est pas grave. C'est pas une honte. Et ne pas regretter. Mais c'est beau tout ça. Donc, ma prochaine question, c'était ton meilleur conseil, mais j'imagine que ça peut être ça. Ouais, ça serait ça aussi, exactement. Et pour terminer, ton top 3 adresses. Alors, d'habitude, je dis lyonnaise. Ouais. Mais si tu veux m'en dire ailleurs, tu as le droit. Mais ton top 3 meilleures adresses ever. Non, à Lyon, de toute façon, number one, Steven Leptine, voilà. La star, le roi de Lyon. Le roi de Lyon. Non, mais parce que je trouve qu'il a une approche des choses qui est folle, il a une cuisine qui est folle aussi, et c'est un vrai bon gars, il mérite, et voilà. Ça, en numéro 2, après, je pourrais pas faire un classement, mais il y a des adresses que j'aime beaucoup. Il y a les copains de Piedra, qui ont ouvert, pareil aussi, il y a pas longtemps, l'année dernière, je crois. Enfin, belle adresse de partage. Il y a le Limonadier, trop bien. Tu vois, on s'est rencontrés de par le restaurant justement, et pareil, c'est des amours, enfin que ce soit Jorge ou Théo, Robin, toute l'équipe, enfin c'est des super échanges à chaque fois, et on y mange très bien. Dans ceux que j'aimerais beaucoup faire, c'est sur ma to-do list très prochainement, c'est Ashvin de Accentuer dans le 7e. C'est un nouveau restaurant? Ouais, il a ouvert fin 2025, je saurais pas dire quand est-ce qu'il a ouvert. Ok. Mais ils ont une cuisine, ils ont une Bib Gourmand d'ailleurs cette année. Ok. Et très cool, très humain, très sympa. Et du coup, j'ai pas encore testé sa cuisine, mais j'ai aucun doute que voilà. Ok, je me le note aussi. Tiens, trop bien. Merci pour ces bonnes adresses. Et pour terminer, vraiment terminer, qui est-ce que tu aimerais entendre sur Charbon? Justement, je pense que l'équipe du Limonadier, ça pourrait être vraiment cool. Et Piedra aussi. Avec qui je pourrais te conseiller, aussi il y a Nathan aussi qui a repris Culinat Hortus, qui était mon ancien apprenti, qui est quelqu'un de très passionné, très motivé, et je pense qu'il doit avoir pas mal de choses à dire aussi, donc pourquoi pas. Puis après t'en as fait beaucoup aussi, donc c'est difficile de conseiller, mais ça fait déjà pas mal ce que tu m'as dit. Ouais. Trop chouette. Écoute, c'était génial. J'ai vraiment adoré le refaire avec toi parce que, encore une fois, je me souviens que je m'étais dit ça la première fois, que t'as un parcours hyper intéressant et on sent que t'es passionné. Tu le racontes avec un grand sourire et c'est trop agréable et je pense que les gens le ressentent en t'écoutant. Tu as aussi construit Mertensia, tout ce beau projet. Qui marche super bien, qui plaît. On sent que tu t'épanouis dans la cuisine que tu proposes. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Merci pour t'être livré au micro de Charbon. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, on le refera une 3e fois s'il faut. Ah, j'espère pas. Ah non, ça voudrait dire que j'aurais encore fait une bêtise. Non, c'est bon. Hein. Mais non, c'était vraiment chouette. Peut-être pour raconter la suite. Pourquoi pas. J'espère. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment et je te dis à très bientôt, Flavien. Très bientôt. Salut. Salut.
Ça y est, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez aimé passer cette dernière heure avec Flavien et moi à notre table. Moi, j'ai adoré. Déjà, je remercie vraiment Flavien pour avoir enregistré cet épisode avec moi, réenregistré puisqu'on l'avait déjà fait comme vous l'avez compris. Je suis super contente parce qu'en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive de faire ce genre de boulette. Et à chaque fois, mais c'est trop la honte de perdre un enregistrement. Surtout que j'ai conscience à quel point votre vie, enfin la vie des chefs, elle est mouvementée, c'est dur de trouver du temps et pourtant à chaque fois vous y arrivez pour qu'on puisse faire nos enregistrements. Donc devoir dire écoute, on a passé 2 heures ensemble, ça n'a servi strictement à rien, il faut qu'on refasse. Voilà, c'est la honte et je suis très gênée, mais en fait toutes les fois où ça m'est arrivé, en fait on était trop contents de se retrouver, donc voilà, tout va bien. C'est pas une raison pour recommencer, Louison, hein, non merci. Mais voilà, merci à toi Flavien d'avoir joué le jeu une seconde fois. J'ai vraiment trop aimé te découvrir de cette façon. J'ai vraiment hâte de venir goûter ta cuisine, c'est dans les tuyaux, j'arrive bientôt. J'espère que vous aussi, ça vous a donné envie de découvrir sa cuisine. Je voulais te remercier, toi qui as écouté cet épisode. Merci infiniment. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, à la fois sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur Instagram. Je trouve ça fou quand je vois les chiffres augmenter. Je me dis, mais il y a des gens derrière qui écoutent et qui sont intéressés. C'est trop, trop bien. Merci d'être toujours aussi curieux des histoires des chefs, de leur parcours. Parfois, je me dis, bon, c'est bon, ils en ont entendu 10, 15, ils en ont marre. Bah non, pas du tout, vous êtes toujours là, donc merci. Et ça montre à quel point aussi les parcours sont très différents, les personnalités sont très différentes. Même si je pose toujours plus ou moins les mêmes questions, en fait, tout le monde est tellement unique que chaque épisode est unique. Et ça, c'est beau. Et ça, moi j'adore, mais je ne m'ennuie pas. Bon, du coup, si je m'ennuie pas, vous ennuyez pas. Bon, voilà, c'est bon, on a la réponse. Je vais arrêter de parler parce qu'encore une fois, je vais commencer à dire n'importe quoi, mais voilà, un grand, grand merci. Je sais pas si vous avez compris, mais en fait, je l'ai pas expliqué non plus, donc voilà. Juillet, août, je sors un épisode par semaine, donc ça va être assez dense, assez intense les sorties. Je dis ça, mais là j'ai déjà du retard, donc bon, bref, on n'est pas tout à fait à 1 par semaine. Voilà, donc on va pouvoir terminer cette saison 3 ensemble, en vacances ou pas. Mais j'avais vraiment envie de continuer jusque fin août parce que déjà, il y a beaucoup, beaucoup de podcasts qui s'arrêtent avant. Moi, je me suis dit, mais non, je vais pas vous lâcher pendant les vacances, c'est hors de question. Que je donne tout jusque fin août. Et il y aura une petite pause en septembre, j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent. Du coup, on va bien kiffer là, jusque août. En tout cas, ceux qui sont en vacances, profitez bien, mettez de la crème solaire, buvez de l'eau. Et ceux qui sont pas en vacances, courage, on est ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.